c'était un succès, Zakaria Fahim? Je pense que si on prend les chiffres par rapport à ce qui a été annoncé, on ne peut pas dire que ce n'est pas un succès. On est à 28 milliards de dirhams déclarés. Après, on reviendra techniquement sur ce que ça veut dire. Effectivement, répartis entre plusieurs éléments. Je pense que ce qui est intéressant à bien rappeler, c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvé donc, dans un contexte international où il y avait effectivement des encours de devises. Le Maroc n'avait plus que 3 mois de devises. Une situation donc, qui était conjoncturelle et puis surtout liée à une volonté de transparence internationale qui faisait que ce type d'initiative pouvait avoir une oreille. Et donc la preuve, c'est que beaucoup de personnes qui étaient susceptibles d'y aller ont hésité. Puis on l'a vu, comme dans tous les autres pays qui ont fait de l'amnistie, le dernier virage a été le plus long pour les banquiers, pour l'office d'échange. Donc ça montre bien que ce type d'opérations, quand ils sont bien menés, bien préparés, vous l'avez rappelé, l'office d'échange avait un directeur général entrepreneur qui était pragmatique, qui a beaucoup, je pense, joué dans cette facilitation entre le monde des entrepreneurs et donc les gens, donc les particuliers ou les entrepreneurs, pour pouvoir sauter le pas, parce que ce n'était pas évident de sauter le pas, et quelque part, même s'il y avait l'anonymat, de dire, ben voilà, je vais déclarer ou me mettre à nu, puisque effectivement, je pense que ce qui était aussi intéressant, c'est que ce n'était pas un coup et puis on ne suivait pas les choses, c'est qu'il y avait une volonté de remettre les gens dans la transparence, de sauver un petit peu, de ramener ces hors-la-loi malgré eux, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus hors-la-loi parce que le système avant on va revenir techniquement dans pour le cas du Maroc, donc il faut un petit peu contextualiser un petit peu la situation qui existait au début des années 2015-2014. Donc il fallait un petit peu revenir. Donc ce qu'on a constaté au niveau international, c'est que en Europe, l'économie commence à décoller. Donc il n'a pas décollé. Bon, on prévoyait en quelque sorte que l'économie on va enregistrer des taux de croissance qui deviendraient de plus en plus importants. Même chose aux États-Unis, mais apparemment, si on revient à les dernières publications, je pense de l'OCDE aussi, de l'Eurostat et l'ensemble des statistiques qui sont publiées, on va voir que même en 2015, ça n'a pas pris un petit peu l'élan qu'on voulait. Donc en 2015, on est un petit peu dans un taux de croissance qui est aux alentours de 0 en Europe et aussi aux États-Unis. Et le marché de l'emploi aussi aux États-Unis n'a pas aussi décollé comme on le voyait. Donc dans ce contexte-là, donc il y avait un petit peu une demande étrangère au Maroc qui continue un petit peu à être affaiblie en quelque sorte. Donc il fallait un petit peu remédier à ce problème-là de la balance des paiements. Donc ça, c'est un problème qui est un petit peu central au niveau du Maroc. Et à partir des transferts des MRO qui pèsent énormément sur l'économie marocaine, on a essayé un petit peu de trouver des créneaux qui peuvent ramener de la devise au Maroc. Donc ces créneaux-là, entre autres, il y a un petit peu ce qu'on appelle les dépôts des MRE dans l'ensemble du système bancaire. Mais moi, je voudrais revenir vers la question que vous avez posée, c'est que est-ce que c'était une réussite ou non? Donc 28 milliards, je pense que c'est un chiffre qui est très important pour l'office d'échange, surtout que déclaré, on y voilà. Donc le chiffre qui est déclaré, on va revenir après sur la répartition des biens immobiliers, des actifs liquides et aussi des actifs monétaires. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut voir un petit peu l'expérience. Donc l'amnistie en termes de rapatriement des fonds, ça n'a pas été la réussite pour plusieurs pays. Donc nous allons revenir après dans l'expérience internationale. Mais ce que je voudrais signaler, c'est que si on veut évaluer un petit peu l'impact positif de ces dépôts-là, il faut revenir un petit peu dans le secteur bancaire, parce que c'est là où ça va se passer réellement. Donc, au niveau des transferts des émirats, au niveau des dépôts, que ce soit les dépôts en devises, que ce soit les dépôts convertibles en devises, ou même les dépôts en dirhams. Donc là, si on remarque un petit peu les dépôts, on va voir que depuis 2014, on s'inscrit dans une tendance baissière. Nous avons un taux de croissance qui est positif pour les dépôts. C'est que les personnes qui détenaient des fonds et des biens, que ce soit des biens immobiliers ou des avoirs financiers, étaient doublement en infraction. C'est-à-dire ils étaient en infraction vis-à-vis de l'office d'échange, parce que le fait d'avoir un compte bancaire ou des avoirs à l'étranger, vous êtes en infraction. Et la deuxième infraction, c'est le côté fiscal. Justement, parce que ces gens-là ne respectaient pas la loi fiscale, c'est-à-dire qu'il fallait déclarer ses biens, il fallait déclarer et payer l'impôt, les revenus, voilà. C'est-à-dire, quand vous déclarez bien sûr les revenus, vous allez déclarer automatiquement les biens, vous n'allez pas déclarer des revenus sans avoir les biens. Les loyers. Donc, les loyers, par exemple, l'IR, même si vous êtes imposé, c'est-à-dire dans le pays d'origine, il fallait voir est-ce que vous avez payé plus, au moins pour qu'il y ait peut-être une restitution ou bien c'est-à-dire un plus. Maintenant, les biens immobiliers, c'est-à-dire les gens qui ont souscrit à cette loi-là, ils ont la possibilité d'avoir ces biens immobiliers, mais ils sont fichés. C'est-à-dire qu'au moment de la revente, ils ont l'obligation de rapatrier justement le produit de la vente au Maroc. Et c'est ça l'avantage, c'est-à-dire ce que le gouvernement vise. C'est que plus tard, que ces rentrées, c'est-à-dire les revenus après la vente, ils doivent être rapatriés en dirhams.
au Maroc. Donc ça, c'est très important. Donc je pense que le chiffre que vous avez donné tout à l'heure, justement, il y a une partie qui a été rapatriée en espèces, c'est-à-dire en argent liquide, et les 2 tiers, je pense, les 2 tiers sont restés là-bas, c'est-à-dire sous forme d'actions, etc. Donc ça a été là-bas, avec l'obligation de faire justement la déclaration fiscale tous les ans. C'est-à-dire que l'office d'échange et les... Alors il y a eu des communications, c'est vrai, mais on attend les textes qui vont être publiés au bulletin officiel d'ici la fin de l'année pour que ce soit opérationnel, parce qu'aujourd'hui ça ne l'est pas. Donc je pense que c'est en grande partie la raison peut-être de ce peu de communication pour l'instant, mais sachez que nous, au niveau du ministère des Marocains résidant à l'étranger, des affaires de la migration, on communique énormément parce que nous sommes sollicités. Nous avons mis en place une plateforme www.mre.gov.ma dans laquelle vous retrouvez un grand nombre d'informations et d'explications justement, et cette plateforme nous permettra de vulgariser et d'expliquer concrètement cette loi et surtout les avantages, parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de parler des avantages que vont pouvoir bénéficier nos MRE. Ils vont pouvoir disposer librement de ces avoirs sans en référer, à l'office d'échange, et ça c'est vraiment très important. Ils auront la possibilité soit de les maintenir dans des comptes en devises à l'étranger, soit de les rapatrier et de les mettre dans des comptes en dirhams convertibles, par exemple, ou de les mettre sur le marché d'échange. Il y a également, ce qui est important aussi de rappeler, c'est la possibilité maintenant, on n'est plus sur un délai de 3 mois, on est sur un délai d'1 an. Et ça, c'est important. Il a vraiment la définition de quelqu'un qui est résident et par conséquent, il est soumis à l'obligation de faire sa déclaration fiscale, tous ses revenus, etc. J'ai une question sur un tweet, et elles étaient nombreuses, les questions de manière technique. On va pas répondre à toutes ces questions, mais c'est vrai que c'est intéressant, on en a une. Les MRE ayant la double nationalité sont-ils concernés par cette contribution? Ils sont concernés comme marocains. Il ne perd jamais sa nationalité. Le Marocain, même s'il garde toujours sa nationalité marocaine. Quand il est au Maroc, il devient marocain et c'est la loi marocaine qui lui est applicable. La seule condition, c'est qu'il doit respecter sa résidence. Ça veut dire qu'il doit rester au Maroc, il doit avoir son revenu au Maroc après qu'il soit un ex-MRE, il doit vivre 183 jours. Donc ça, c'est les conditions. C'est-à-dire la nationalité... Ça veut dire qu'il change sa résidence fiscale. Oui, la nationalité, il ne faut pas la confondre avec la résidence. Non, c'est clair, oui. Parce qu'il peut très bien avoir... La double nationalité n'a pas d'impact sur le absolument. Vous savez que vous êtes MRE, on oublie que vous avez une double nationalité, donc ça c'est pour votre vie personnelle. Donc par contre, dès que, comme ça a été rappelé, vous changez de résidence fiscale, les dispositions fiscales du pays où vous êtes résident s'appliquent. Donc si c'est le Maroc, on va vous appliquer les règles marocaines. Donc il n'y a pas de... Même si vous étiez que français, on appliquerait les mêmes règles. Donc la seule chose qui diffère, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que vous avez la latitude, si vous déclarez vos revenus gagnés quand vous étiez résident à l'étranger, que vous soyez binational ou pas. Parce que, imaginons par exemple un Marocain résident à l'étranger qui ne peut pas justifier auprès de l'office d'échange comme quoi il avait ses revenus, qu'il les a gagnés correctement. Non, le cas de quelqu'un de quelqu'un qui est là, qui est devenu résident, mais qui était résident à l'étranger et qui n'a pas déclaré parce qu'il n'aurait pas bénéficié de la loi de 1900. C'est-à-dire de 2014. Il va déclarer par la suite comme quoi, voilà, moi je suis marocain ayant résidé à l'étranger, et quand l'office d'échange va vérifier son dossier, il va trouver que les biens qu'il a acquis n'étaient pas conformes à ce que prévoit la loi, et là il risque d'être sanctionné par les dispositions de la loi de 1959 qui vont de 1 mois à 5 ans de prison, et avec 5 fois la valeur... Jusqu'à 6 fois. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'il aurait raté l'avantage de l'amnistie, qui était prévu du 1er janvier au 31 décembre 2014. Mais là, je voudrais juste rajouter une chose, c'est que là, vous avez parlé un petit peu de l'augmentation du prix du bien, par exemple, si c'est un bien immobilier qui possède le MRE ou c'est un actif financier. Là, dans la loi, il y a l'article, le deuxième alinéa de l'article 6, qui dit que simplement, si vous générez une plus-value, ça veut dire un MRE qui génère une plus-value, par exemple, il a vendu son bien immobilier, donc il doit avoir une justification. Ça veut dire, vous n'allez pas dire au fisc que j'ai dégagé une plus-value et vous allez la ramener. Il faut justifier cette plus-value. Oui, bien sûr, absolument. Donc ça, c'est très important. Mounia Marzakh, au niveau des MRE, est-ce qu'on peut s'attendre aujourd'hui, après la publication de la loi au bulletin officiel, à d'autres rentrées d'argent liées au MRE ?
après la déclaration de leurs biens? Oui, c'est fort probable. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, dans certains pays, on est à une 3e et 4e génération. Ces MRE-là n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes attentes que la 1re et 2e génération. Ils sont à la recherche d'investissements. Ils sont intéressés par participer au développement du Maroc. Et le fait de mettre en place cette loi et de leur permettre en fait de disposer librement de leurs biens est clairement un atout, et on se donne les moyens de leur permettre de contribuer au développement, et je pense que c'est important. Nous, notre ministère a milité pour que cette loi puisse sortir. Oui, bien évidemment, ne reprenons pas Carlos, on était sur un terrorisme très particulier lié au contexte de la guerre froide et qui était, on l'appelait sponsorisé, c'est-à-dire soutenu par des États. C'est plus le cas. C'est plus le cas avec l'islamisme radical depuis le début des années 90, 92. Et ce pays en a souffert assez rapidement en 94 avec le mouvement de la jeunesse islamique marocaine, comme les attentats en 94 à Marrakech, dont j'ai eu à m'occuper côté français. Et puis, il y a eu des évolutions qui ont été faites rapidement avec le GSPC, avec le groupe islamique combattant marocain, les attentats de 2003 à Casablanca. Et puis, après, il y a eu, après l'Irak 2003, ça veut dire, qui a déjà commencé à changer les choses, avec des groupes qui sont beaucoup plus atomisés, un style beaucoup plus diffluent, beaucoup plus polymorphe. Et on est arrivé avec, parce que il faut toujours qu'il y ait ce qu'on appelle des terres de djihad, c'est-à-dire des zones donc de confrontation qui jouent des rôles d'aspiration très forts. C'était l'Afghanistan qui a été la matrice, je peux dire, mais il y en a eu d'autres avec le Kosovo, avec la Bosnie. Et là, on a la zone syro-irakienne qui a joué un rôle avec un contexte géopolitique, une situation qui a été manifestement très mal gérée, parce qu'on en est arrivé là, on n'aurait pas dû y arriver, et avec un phénomène donc de création par l'État islamique d'un État, pour une première fois, ce que n'avait pas fait même Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'était les talibans qui géraient. C'était pour la première fois qu'on avait un terroriste circonscrit avec une identité... Qui crée un califat géographique, c'est-à-dire avec une base Al-Qaïda, mais une vraie base géographique qui n'était pas une base idéologique. Et donc avec, effectivement, on va revenir peut-être sur ça, sur les raisons, confrontation entre chiites et sunnites, détestation, et donc une espèce de complicité ou une aide qui est arrivée tacite, en tout cas des communautés sunnites à Al-Baghdadi, qui était un peu vécue comme ça, peu importe, en tout cas, voilà la problématique. Et aujourd'hui, le temps 1, si je peux dire, c'est celui de la confortation de la zone géographique, et on a maintenant... on arrive dans une zone 2 qui est celui de la radicalisation, de l'aspiration extrêmement forte donc de jeunes en Europe, de plusieurs milliers, mais également partout ici dans ce pays et ailleurs, et l'exportation donc de ce djihad, mais sur un mode moderne, c'est-à-dire en utilisant les ressources d'Internet, qui est le rôle majeur que va jouer les réseaux sociaux, et puis aussi cette incitation, donc parce qu'on appelle par des individus qui vont agir de façon spontanée ou relativement spontanée, sans réseau constitué. Est-ce qu'on avait anticipé, excusez-moi de vous interrompre, est-ce qu'on avait anticipé ce nouveau terrorisme dans les années 80, 90, est-ce qu'on a su, pas seulement anticiper, apparemment non, mais au moins suivre dans les méthodes, dans la manière d'appréhender ce que justement... Aujourd'hui, la plus grande partie des messages de ces groupes terroristes sont véhiculés par Internet. D'ailleurs, on s'aperçoit aujourd'hui que la plupart des gens qui sont incités, qui partent pour aller par exemple combattre en Syrie, ont été touchés directement par Internet et non pas comme on le disait à une époque, par des imams ou par d'autres. C'est un processus qui se fait par communication directe et échange direct. Donc c'est totalement différent du reste. Mais il y a un deuxième phénomène, si vous voulez, c'est qu'on voit bien le problème du califat, si vous voulez, c'est d'une part, bien sûr, on constitue une zone qui est une zone avec laquelle on applique les règles religieuses, donc la charia, mais dans une vision djihadiste de la charia. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à côté de ça, vous avez cette structure géographique sert aussi de base de repli, de base de formation à d'autres. Donc, si vous voulez, c'est un lieu de formation, un lieu de recueil, un lieu dont vont partir un certain nombre de gens, de groupes. Et alors on le voit, il y a la Syrie, mais on le voit très bien avec le sud libyen, avec le Fezzan, avec la zone de Sheba et autres, où il y a aujourd'hui, on le sait, il y a des bases terroristes qui émigrent et qui envoient des hommes et qui ont des liens permanents avec
avec les gens du Nord Mali, avec Boko Haram, avec les Chebabs aussi d'ailleurs. De ce... Politique, religieuse et en matière de communication. C'est très organisé quand on regarde l'État islamique. Il y a une architecture, il y a des gens qui sont responsables, il y a une branche armée avec des gouverneurs locaux. Il y a des gens qui sont là aussi pour capter les financements, et les financements sont divers. Par exemple, dans la zone sous leur contrôle, c'est le coton qui part en Turquie, on prend des taxes, c'est les œuvres d'art qui partent. C'est le pétrole qui est sous leur contrôle, tous les champs gaziers ou pétroliers, et là encore, on va à l'étranger, c'est des taxes qui sont prises sur chaque camion qui rentre par la frontière turque ou jordanienne et qui traverse le territoire. Donc c'est un impôt sur la marchandise. Tout ça, c'est une machine. Il y a aussi des taxes sur les transferts d'argent qu'ils veulent avoir là. C'est une grosse machine. Alors, c'est pas aussi bien huilé qu'un État, parce que d'après, on annonce des chiffres faramineux sur leurs finances, mais je ne pense pas qu'ils soient exacts. Ils ont plutôt des fins de mois difficiles parce qu'il faut tout ça. Mais il y a des financements. Il y a $1 trillion. Oui. Donc, $1 trillion, on fait avec beaucoup de choses. Bon, c'est des chiffres qui sont avancés. On ne sait pas si les chiffres sont vraiment réels. $1 trillion pour de financement. Donc, avec $1 trillion, on peut faire beaucoup de choses, c'est clair. D'où peut-être ces images qu'on voit, ces images très professionnelles qui coûtent beaucoup d'argent. Vous êtes dans la télécommunication, ça coûte très cher. Ça coûte pas aussi cher que ça. Ça coûte très cher, non, c'est clair. Mais quand on voit la différence d'image entre Al-Qaïda il y a 10 ans et les images de Daesh maintenant, on voit bien que la communication a totalement changé. Ça ne serait pas le changement finalement de l'économie. Ce n'est pas le rôle des pays occidentaux, de la France, même si la France est très amie de l'Afrique traditionnellement, mais ce n'est pas notre rôle d'assumer ce genre de choses. En tout cas, il faut absolument que les pays africains construisent des forces internationales au niveau africain, au moins dans chacune des zones, pour pouvoir participer, ce qui est en train de se faire sur Boko Haram. C'est très important, l'union qui s'est faite entre le Tchad, le Cameroun et le Nigeria pour lutter contre Boko Haram est une première, qui est une véritable réussite, puisque indiscutablement, Boko Haram est en train de souffrir. C'est bien la première fois depuis 3 ans qu'on les voit en difficulté. Et ce qui est formidable, c'est que ce sont des troupes. Là, il n'y a pas de, il y a des aides, les Européens ou d'autres les aident, mais c'est véritablement des troupes africaines qui sont capables de reprendre en main les choses. Ce qui montre quand il y a une volonté, comme disait le philosophe, il y a un chemin. Il faut qu'on y arrive. Et il faut qu'on y arrive partout. Alors sur Barkhane, les Français ont été au début, mais maintenant là aussi, mais il faut que partout on s'y mette. C'est-à-dire et pour ça, il faut que l'Union africaine véritablement se mobilise pour encourager les chefs d'État, là je le dis comme je le pense, encourager les chefs d'État à avoir des armées qui fonctionnent sur le même modèle. Parce que la collaboration militaire, ou la collaboration des services de renseignement, c'est pareil, ça passe par l'utilisation de mêmes outils. Si on n'a pas les mêmes choses, si on n'a pas les mêmes fusils avec les mêmes munitions, on ne peut pas comprendre. Qui il cible exactement? Il cible des États. Ils ciblent des intérêts économiques, ils ciblent des bases militaires, ils ciblent des édifices religieux. Non, oui, ils ont toute une panoplie de cibles qui dépendent bien sûr des groupes et de leurs urgences ou de leur impératif du moment. Ce sont des cibles médiatiques ou géostratégiques. Si vous voulez. Ils sont très opportunistes. Si vous voulez, la ligne de conduite, c'est la déstabilisation. Donc ils essaient de voir, au travers même d'opérations dites de basse intensité, à partir du moment où elles sont très médiatiques et dans un moment donné, un choix stratégique, quel est l'effet de terreur, de terrorisation maximale. Donc on peut pas, c'est très compliqué d'arriver à profiler. Il y a effectivement, le panel est large. Ça peut être donc des cibles symboliques de l'État, ça peut être aussi des cibles religieuses, ça peut être des cibles des hommes, ça peut être ce qu'on appelle des soft targets, des cibles molles. Mais c'est un ensemble de choses et incontestablement, aujourd'hui, on est quand même dans un terrorisme de la communication. C'est-à-dire que l'élément important, si vous voulez, l'effet second, c'est pas tellement l'effet primaire, l'effet second, c'est le véhicule de la terreur par les médias à un moment donné, par l'amplification. D'ailleurs, on voit que pour chaque pays, les cibles sont différentes. Quand on voit le problème de la Tunisie, ce sont des cibles touristiques, ce sont des cibles qui touchent à l'économie du pays. Si vous passez au niveau du Moyen-Orient, on voit que les cibles sont différentes. Ce sont des cibles beaucoup plus religieuses ou bien des cibles de biens étatiques, qui va affaiblir finalement du droit pour lutter contre le terrorisme. Si vous voulez, l'enjeu majeur et le défi, je dirais, des groupes terroristes d'une façon globale, c'est et on a des documents là-dessus, donc j'invente rien, c'est de nous pousser
à franchir la ligne rouge, ou la ligne jaune, c'est-à-dire à prendre des mesures qui vont au-delà ou qui transgressent fondamentalement nos valeurs fondamentales sur lesquelles nous avons bâti nos sociétés notamment, et nos systèmes politiques. L'abolitionnisme européen, on en parlait avant l'émission. Donc, si vous voulez, l'enjeu, c'est de trouver un équilibre, donc mettre le curseur entre avoir des mesures sécuritaires adaptées et qui sont acceptées et légitimes, et une protection également nécessaire des libertés individuelles. Donc il faut mettre le curseur. Évidemment, ce curseur doit être très mobile, parce qu'on est dans l'émotion. Donc il faut avoir à un moment donné la capacité et le courage politique, c'est ce qu'on fait en France, de pouvoir voter des lois qui va permettre de donner aux services de renseignement, aux services de police et de justice, les moyens légaux, dans la légitimité démocratique, pour permettre de donner une réponse, y compris les moyens militaires, puisque l'engagement de la force se fait sur une base légale. Là, donc, soit des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, soit donc pour la légitime défense, telle que définie par les Nations Unies pour les frappes donc, qui sont faites maintenant en Syrie. Donc c'est ça qui est important, et je crois que en tout cas, on a toujours fait en France, dans d'autres pays, y compris certains pays occidentaux, on ne l'a peut-être pas tout à fait fait, je n'en citerai aucun, mais en tout cas en France, ça a été un élément permanent, et moi qui étais au cœur de la lutte antiterroriste, j'ai utilisé de façon très systématique la notion de malfaiteur terroriste, qui était une arme extraordinaire qui nous a permis, en lien avec les services de renseignement, de détecter très en amont la menace, c'est-à-dire d'avoir un temps d'avance sur l'adversaire en essayant d'assécher ou d'arrêter ceux qui étaient en capacité ou même de fournir une aide logistique à des individus susceptibles d'être dangereux. Donc c'est ça, je veux dire, c'est une vraie stratégie et bien sûr qui implique une coopération internationale très active. Voilà, d'ailleurs, on précise, comme pour reprendre tout ce qu'on évoquait tout à l'heure, il est clair qu'au niveau des services de renseignement, je pense au Maroc. Opération, bon, vous êtes d'accord avec ça? Exemplaire dans la région en termes de services de renseignement? Elle est assez exemplaire. On le voit bien. La France, quand il y a eu ces petites tensions, il y a eu quand même un certain malaise. Quand les Marocains continuent à donner des informations aux Américains, aux Espagnols, à d'autres pays européens, et sevrer la France d'informations, tout de suite, ça a été beaucoup plus difficile pour nos services. Et depuis que ça a repris, il y a eu un certain nombre de coups de filet. C'est des services de renseignement, en plus français et marocains, qui ont l'habitude de travailler ensemble. Il y a une architecture qui était là, qui date du protectorat. Après, Hassan II a façonné les services de sécurité à travailler main dans la main avec les Français. On peut rappeler qu'il était très lié avec Alexandre de Marange, qui est l'ancien patron du SDEC, la DGSE, l'équivalent de la DGED au Maroc. Et puis depuis, ça roule. Il y a d'autres acteurs, il y a la DST, il y a la DGST qui se mêlent. Il y a des échanges d'informations quotidiens, de fiches, des réunions régulières. Et tout ça permet d'avoir un volume d'informations, d'identifier les cibles et puis de faire les coups de filet. Je pense que le Maroc a toujours très bien coopéré avec tous les services de renseignement, que ce soit au Moyen-Orient, en Europe ou aux États-Unis. Et si je peux dire, il ne peut plus y avoir on ne peut plus travailler tout seul. La coopération, la coopération est obligatoire et de plus en plus, les officiers de liaison sont mis en place à travers tous les pays. Et le Maroc, comme plusieurs pays européens, travaillent main dans la main pour échanger des informations, parce que les terroristes ont eux-mêmes leur propre base de données, eux-mêmes communiquent. Et donc, si les Marocains ne communiquent pas... La zone sahélienne, il faut qu'on utilise le biométrique. On a un bilan de l'utilisation de la biométrie aujourd'hui, on sait. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça donne des résultats? Le biométrique? Oui. Ah oui, c'est remarquable. Oui. Remarquable. On arrive aujourd'hui avec les nouveaux logiciels, les nouvelles techniques. Les nouveaux outils, si vous voulez, dont on l'a évoqué d'ailleurs, les nouveaux outils d'authentification et d'identification numérique, par exemple, font que vous arrivez à identifier quelqu'un. Au départ, c'était avec la main, les empreintes, après on est passé aux yeux. Maintenant, c'est simplement la démarche. Vous avez quelqu'un avec une capuche sur la tête qui marche dans la rue, homme ou femme, on est capable de la repérer dans une foule de 10 000 personnes ailleurs. Reconnaissance faciale, oui, c'est extraordinaire. Et ça permet de tracer les parcours. Ça permet de tracer les parcours. La traçabilité des parcours, tout à fait. Au Maroc, comment ça s'est mis en place, la biométrie? Les Marocains sont très bien équipés depuis longtemps, grâce beaucoup à la coopération avec la France au départ. D'ailleurs, maintenant, tous nos passeports, cartes nationales, permis de conduire, sont tous équipés de biométrie.
D'ailleurs, je crois que les dernières élections, on a utilisé la carte nationale pour voter, ce qui montre la fiabilité de la biométrie, c'est clair. Je pense que même en France, ils ne votent pas encore avec la carte nationale. Il y a eu des soucis justement en termes d'extraterritorialité, pas seulement avec le Maroc, mais avec d'autres pays. Oui, mais avec le Maroc, jamais. Je veux dire, on a une coopération, moi je peux attester que c'est une coopération exemplaire. J'ai 2 cas très importants, bien connus, c'est 94, le mouvement de la jeunesse islamique marocaine, les attentats à Marrakech, à Tanger, à Fès, et à Casablanca, pas Casablanca, et puis surtout 2003. Où on a eu une coopération opérationnelle avec les services de renseignement, les services de police et mes collègues de la justice, dont le juge de Rabat, où on a pu en temps réel faire un partage de renseignements opérationnels, ce qui est très rare, je veux dire, même en Europe, avec une compétence, une qualité, une confiance, qui a permis de faire des opérations combinées d'arrestation au Maroc et en France. Et où on a arrêté en France à peu près un nombre, plusieurs dizaines de militants présumés du groupe islamique combattant marocain, dont un au moins était lié avec les attentats de Madrid. Donc c'était une vraie opération de neutralisation judiciaire et qui n'a pu se faire en France et au Maroc que grâce précisément à cette coopération étroite. Donc je tiens à souligner parce que ça montre à la fois l'excellence, ça montre le fait qu'on se comprend parfaitement, et ça montre le degré de confiance. Parce que vous ne pouvez faire du partage d'informations opérationnelles, y compris surtout avec la justice, le système judiciaire, compliqué, que si vous avez une confiance totale, à la fois de fiabilité, non seulement dans les hommes, mais dans les systèmes mis en place, et sur la qualité aussi des informations échangées, car toutes les informations qu'on a eues ont été utilisées dans le cadre judiciaire et ont permis des condamnations. Donc ça prouve que ce sont des éléments qui satisfaisaient aux règles pourtant strictes, plus dures, avec des avocats qui étaient rompus, et qui ont été des éléments pertinents de preuve. Donc il y a un côté secret, on n'ose pas avouer qu'on s'est fait avoir. Le deuxième volet, c'est qu'il y a beaucoup de fois aussi, et c'est valable au Maroc, c'est valable dans tous les pays, c'est qu'on ne sait pas qu'on s'est fait avoir. Parce qu'on a pu voir que très souvent, les gens, les professionnels, les hackers, si vous voulez, piquent des informations, détournent des informations, sans que la cible s'en rende compte. C'est encore plus grave. Donc vous vous retrouvez un jour avec vos recettes, vos produits, vos plans qui sont utilisés par un autre. Et ça coûte une fortune, évidemment, parce que ça vous met en l'air votre entreprise. Benchmark à prendre pour d'autres pays? Écoutez, l'avantage du Maroc, c'est que le roi est commandeur des croyants. Donc ça permet aussi d'organiser le culte religieux. Et ce qui est très intéressant, moi ce qui m'a subjugué en visitant cet après-midi l'Institut Mohamed VI, c'est que c'est une formation très moderne. C'est pas qu'une formation religieuse. Il y a une formation sur les sciences humaines. Et il y a aussi un apprentissage professionnel. Il y a des ateliers de couture, il y a des ateliers d'informatique, il y a des gens qui sont formés, il y a des imams et des moshadas qui sont formés, les moshadas plus à la couture, mais les imams qui peuvent être formés à l'agriculture aussi. Donc on ne fait pas que dispenser un enseignement religieux. Alors l'enseignement religieux marocain, on le connaît, c'est un islam malékite, tolérant, l'islam du juste milieu. D'ailleurs, actuellement, en Afrique de l'Ouest, cet islam du juste milieu ou soufi est en confrontation directe avec le wahhabisme qui est en pleine progression. Donc on a plutôt intérêt à soutenir des initiatives comme celle de l'Institut Mohamed VI. Donc que leur donne la loi. Schengen, ce qui est intéressant, c'est quand même la prise de conscience politique. Vous voyez, les élèves qui sont actuellement à l'Institut Mohamed VI, c'est sur la demande de présidents africains. Le président de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le président Alpha Condé en Guinée, et puis même dernièrement de la France. Quand François Hollande est venu à Tanger pour sa visite récemment, il y a un accord qui a été signé sur la formation des imams français ou opérant en France, résidents français. Et d'ailleurs, les premiers sont arrivés là actuellement et ils étaient en processus d'identification, Alain Juillet, ça sera le dernier mot. Je vais revenir juste une seconde sur un point qui a été évoqué. La déchéance de nationalité, il faut bien comprendre aussi une chose, c'est quand vous avez, pour ceux qui sont des criminels ou des terroristes, ils utilisent la binationalité pour sortir. Le Maroc maintenant fait partie d'un mouvement qui a commencé, je voyais ça en préparant cette émission, il y a plusieurs siècles. Le premier réquisitoire plaidoyer
Réquisitoire contre la peine de mort et plaidoyer pour son abolition date du XVe siècle. Cesare Beccaria, philosophe italien, qui écrit déjà à l'époque, il y a 5 siècles, donc, un grand livre qui le premier réfléchit sur les peines. Le titre de son ouvrage, c'est Des peines et des délits. Et déjà, il y a un plaidoyer que nous pourrions aujourd'hui reprendre mot pour mot. Donc, l'abolition avance. Le Maroc s'inscrit dans ce mouvement universel pour l'abolition. Aujourd'hui, la majorité des pays du monde sont des pays qui ont aboli de facto et de juré dans la loi la peine de mort. Nous, ça fait depuis 1993 que nous n'avons pas, heureusement, exécuté une personne, mais en même temps, il y a chaque année une dizaine de condamnations. Donc il y a en même temps des grâces et en même temps il y a des condamnations, d'où ce nombre de 120, 104. Juste pour corriger, dans le reportage, on a dit que le mouvement abolitionniste a commencé il y a une dizaine d'années, mais en fait la coalition marocaine en tant que coalition, elle a été créée le 10 octobre 2003. Donc déjà c'est 13 années de combat et de travail, mais avant la naissance de la coalition marocaine, les organisations de défense des droits de l'homme avaient des positions abolitionnistes. Je rappelle la position de l'Organisation marocaine des droits humains, ONDH, qui était contre la condamnation à mort et l'exécution des commissaires Thabit. Et ensuite, il y avait bien sûr d'autres positions exprimées par d'autres organisations, notamment Amnesty Maroc, notamment l'Observatoire marocain des prisons, la MDH, etc. Donc le mouvement abolitionniste, il a commencé en tant que réseau commun de lutte en octobre 2003. Et donc depuis cette date, il œuvre, il travaille acharnement pour amener d'abord la question de l'abolition sur la scène publique, donc sur l'agenda politique, et pour amener les autorités à revoir leur position en passant de ce moratoire de fait qui est appliqué depuis 1993 à une abolition de fait réelle. Cela, il n'y a rien d'étonnant, parce que ce que les gens ne savent pas toujours, il y en a beaucoup qui le savent mais d'autres ne le savent pas, c'est que la peine de mort était utilisée d'abord et avant tout comme un instrument de répression politique. Et il ne faut pas oublier qu'on a de grandes personnalités nationales qui ont été condamnées à mort, comme Abdelrahman Yousfi, qui était donc le premier ministre du gouvernement d'alternance, qui était condamné à mort. Il y avait Hamid Barrada, qui est le grand journaliste aussi, qui était à l'époque opposant notoire, etc., qui était condamné à mort. Donc la condamnation à mort était une arme de répression politique, comme elle l'est aujourd'hui dans beaucoup de pays, où on voit, le pouvoir en place terroriser, entre guillemets, les opposants en les condamnant, en les menaçant de les condamner à mort, en les exécutant ou en les condamnant à mort. Donc ce qui fait, pour moi, rien d'étonnant à ce qu'il y ait cette communauté, si on veut, d'action de la société civile, et enfin du mouvement droit de l'homiste et du mouvement politique. Moi-même, je sais qu'en 1993, lors de la condamnation de Thabit, j'avais été interviewée par Radio France Internationale. Et pourtant, je suis connue pour mes idées féministes. Et Thabit avait vraiment commis de grands crimes à l'égard des femmes. On m'a demandé qu'est-ce que je pensais de sa condamnation à mort. Et j'avais dit que tout en condamnant violemment la violence qu'il avait manifestée à l'égard des femmes, je n'acceptais pas sa condamnation à mort parce que j'étais par principe contre la Alors la là, peine on de mort. touche finalement... Et les partis politiques, les partis politiques progressistes de l'époque ont tous une position, disons, génétique fondamentale en faveur de l'abolition de la peine de mort, que ce soit au niveau du Parti du Progrès du Socialisme ou du Parti... Alors oui, on en a, bien sûr. Et en même temps, vous savez, le grand drame de la peine de mort, c'est que dans cette affaire, si on regarde un peu, qu'on observe le profil des individus qui sont dans le couloir de la mort, et ceci de manière universelle, à l'échelle de la planète, ce sont des gens qui sont nés dans la violence. Les conditions sociales, les fameuses conditions matérielles d'existence dont parlait Karl Marx, jouent effectivement sur la manière dont on va se comporter dans la société. De sorte qu'il y a déjà à l'origine une sorte de peine qui est infligée sur ces individus, qui ne sont pas capables de recevoir l'éducation adéquate, qui dans leur foyer déjà connaissent la violence, qui dans la rue la fréquentent, qui sont eux-mêmes violentés, probablement aussi violés, frappés. Vous savez très bien que la violence engendre la violence. Donc, finalement, le cheminement ultime, le dernier recours, finalement, de la société, c'est au fond de faire en sorte que ces individus finissent dans le couloir de la mort. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'à la naissance déjà,
une sorte de destin, de déterminisme était déjà là, pesé sur leur tête, faisant qu'au fond, la société se débarrasse des individus. Et quelquefois, elle s'en débarrasse physiquement. Donc, poser la question des artistes, bien sûr, Camus le dit très bien, et d'autres aussi. Victor Hugo, ça a été cité. Mais pourquoi? Parce que la peine de mort est finalement une sorte de destin dont on connaît bien aussi les étapes. On ne trouve pas dans le couloir de la mort, je n'ai pas envie de polémiquer, des gens venant de milieux aisés. On ne trouve pas de col blanc dans les couloirs de la mort. Il n'y a pas de col blanc dans les couloirs de la mort. Il peut y en avoir. Il peut y en avoir très rare. Pourquoi? Parce que les déterminations sont au travail. Parce que quand on est dans la violence de la pauvreté, de la misère, de l'humiliation au quotidien, on ne peut pas recevoir l'éducation humaine, l'amour suffisant, la compassion et tout simplement le respect qui fait un individu accompli, qui finira par respecter les autres. Donc il y a aussi cette dimension-là dans la nécessité d'abolir la peine de mort. C'est qu'en même temps, on abolit une forme d'injustice sociale. On tue un déterminisme qui pèse à la naissance sur les individus. Quand on a grandi dans les bidonvilles, qu'on a été tabassé, qu'on ne connaît pas le goût de la viande ou des gâteaux, quand on n'a pas été respecté, quand on est invectivé en permanence, je ne pense pas qu'on puisse avoir de l'autre une vision. Parmi nous, des personnes qui ont été frappées dans leur chair, comme Madame Khmel, à laquelle je pense, qui est la mère et l'épouse de deux victimes lors des attentats du 16 mai. Et elle-même, elle raconte qu'au début, elle aurait bien tué de ses propres mains les assassins, mais que par la suite, ça l'a beaucoup aidé de pouvoir plutôt s'orienter vers, disons, la lutte contre l'extrémisme religieux et contre le terrorisme des idées qui conduit justement à ce genre de crimes. Et là, il faut signaler aussi que lorsqu'on veut exécuter les auteurs de tels attentats terroristes, bien souvent, on va aller exécuter ou condamner les simples exécutants qui sont pauvres, qui sont marginalisés, qui sont ignorants, qui ont été manipulés. Mais les grands décideurs, les grands cerveaux du terrorisme, ils sont bien à l'abri sur des matelas de millions de dollars ou de pétrodollars qu'ils utilisent pour manipuler. Inscrit le droit à la vie comme le premier des droits de l'homme, clairement dans ses dispositions. Mais elle a aussi inscrit... Et l'intégrité physique. Bien sûr, l'intégrité physique conformément aux engagements internationaux du Maroc, de manière définitive. Mais l'argument sur les victimes, j'aimerais simplement faire une petite remarque. Nous sommes à la veille, je l'ai dit tout à l'heure très rapidement, à la veille de la discussion parlementaire et sociétale d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs colloques, des publications. Le Conseil national des droits de l'homme a publié au moins 3 mémorandums là-dessus, du code pénal et du code de procédure pénale. L'objectif du code pénal, du code de procédure pénale, c'est ne pas de protéger les criminels. Il est centré sur les victimes. Sur comment faire une justice encore plus abordable pour les Marocains, plus efficace, plus juste, justement, et qui est centrée sur les victimes. Et donc, ce qui a été rappelé sur les droits des victimes est essentiel pour les abolitionnistes. Il y a pas... Je ne sais pas. Ce que je crois, c'est qu'il faut revenir aussi aux fondamentaux de notre société, à ce qui la rend finalement particulière aussi. Ce que je crois, c'est que les Marocains... imaginons une sorte de scénario dans lequel on demanderait aux Marocains finalement d'assister à une exécution. Comme ce qui se fait aux États-Unis, les gens peuvent aller voir l'exécution. Je peux vous assurer d'une chose, c'est que les gens ne se sont pas sentis mieux après avoir vu un homme brûler pendant quelquefois 18, 19, 20, 22 minutes sur la chaise électrique. Et moi, je crois que dans notre société, nous avons aussi un trait particulier, c'est que, bien sûr, que les gens vont se mettre en colère. Bien sûr qu'ils vont crier à mort le criminel. Et ce sera légitime parce que la colère et l'émotion sont compréhensibles dans ces cas-là. Mais je crois que s'ils avaient le pouvoir, eux-mêmes, j'allais dire, d'appuyer sur la gâchette au dernier moment, je suis persuadé qu'ils ne le feraient pas. Parce que ce n'est pas dans notre culture. Ça ne fait pas partie de la psychologie marocaine. Au bout du compte, ce peuple n'aime pas la violence, il n'aime pas le sang, il n'aime pas donner la mort. Et il n'aime pas l'idée qu'en son nom, on pourrait même donner la mort. Souvenez-vous, vous disiez tout à l'heure, les écrivains, de cette phrase de Camus, lorsque Meursault, dans L'étranger, dit le procureur a dit que j'aurais la tête coupée au nom du peuple français. Eh bien, moi, je crois que le peuple marocain n'a pas envie qu'on donne la mort légalement en son nom. Je nous crois beaucoup plus civilisés que cela. C'est pour cela que le débat sur cette espèce de faux débat progressiste, conservateur est un faux débat démagogique et populiste. Et c'est pour ça qu'il faut aussi revenir à la véritable question qui est qui a intérêt, quels sont les États qui ont intérêt à conserver le droit
légal d'assassiner des individus. C'est ça la véritable question. Et de faire croire dans le même temps, dans une sorte de tour de passe-passe formidable, qu'ils vengent le bon peuple. Parce que c'est là que se situe finalement la perversion. C'est qu'au fond, on ne venge personne, mais que l'on conserve une prérogative. Et c'est très intéressant de voir qu'au fond, même aux États-Unis, on ne veut pas perdre ce pouvoir. Donc c'est vraiment une question éminemment politique sur cette espèce de souveraineté, de dimension politique où l'on veut conserver le droit sur le corps, le droit d'éliminer le corps, d'effacer un individu de la carte de la vie d'une société. Et puis il y a une autre dimension aussi, c'est que les sociétés, d'une certaine manière, ne veulent pas prendre leurs responsabilités en se disant s'il y a des criminels, c'est peut-être aussi qu'il y a une généalogie de la criminalité. C'est que les sociétés aussi produisent à la fois leur génie et elles produisent aussi leurs criminels. Donc il s'agit là aussi de repenser la question de l'éducation, de la fin des disparités, la fin de l'humiliation au quotidien des individus qui, de toute façon, sont peut-être même condamnés à mort à la naissance. Qui peut savoir? Et là-dessus, il y a un véritable travail. Quand on exécute un être humain, on échoue socialement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que symboliquement, on n'enterre pas ces gens-là dans les cimetières. Là, on enterre, on va dire, les bons citoyens. Les sociétés ne veulent pas voir le problème en face parce que, d'une certaine manière aussi, il faut le dire, la criminalité, elle fait partie aussi du fonctionnement des sociétés. Les sociétés ont leur type de criminels, elles ont leur type de musiciens, d'artistes, de médias, de députés, de tout cela. Et donc, elles doivent considérer qu'elles fabriquent tout cela et qu'elles doivent aussi faire en sorte de fabriquer moins de criminels et moins de violence. Je pense que ce n'est pas la même conjoncture dans laquelle s'est manifestée la marche des beurs en 1983 et aujourd'hui. Nous ne sommes pas dans le même contexte géopolitique, nous ne sommes pas dans les mêmes enjeux plus ou moins globaux. Et puis le temps d'intégration de la communauté musulmane en Europe n'est pas le même aujourd'hui par rapport à la succession des différentes générations. Mais ce qu'on peut dire, c'est que la marche des beurs a cristallisé plus ou moins une opinion publique autour du phénomène racial à un instant de la politique nationale française par rapport à l'avènement du président Mitterrand et d'un gouvernement socialiste, et en même temps a lancé un mouvement de lutte anti-discriminatoire contre toutes les formes de discrimination. Et donc il y a eu une espèce de sensibilisation dans le cadre de l'opinion publique française et européenne autour de ce phénomène qui, par moment de la législation française, a pu se traduire à travers des amendements, à travers un arsenal législatif. Aujourd'hui, suite à la chute donc du mur de Berlin, suite aux événements du 11 septembre, il y a un problème de perception, il y a un problème de recroquevillement identitaire, il y a une espèce de braquage. Je ne suis pas forcément d'accord avec Huntington et la notion de choc des civilisations et donc la vieille problématique entre croisade et djihad, mais il y a une espèce de phobie, effectivement, qui n'est pas à amalgamer avec la notion de racisme qui est bien implantée. Alors justement, on va essayer bien de faire la différence. C'est pour ça qu'on va parler de racisme et d'islamophobie. Il y a effectivement des moments de rupture importants. Il y a je dirais des approches, des lectures, des manières de se construire qui sont assez différentes, mais il y a malgré tout un processus d'évolution qui nous dit une sorte de filiation. Il y a un triple mode d'objectivation, si on veut, en termes de perception de l'altérité, notamment de ce processus migratoire, de ces personnes issues de l'immigration, migration économique, qui se sont progressivement enracinées dans le paysage européen et qui nous disent trois choses. Une perception du travailleur étranger, ensuite un moment charnière de la découverte de l'immigré, de celui qui décide de rester, de s'installer, et ensuite, effectivement, de la réalité de l'islam. Donc on a vu des bras arriver, et puis des voix avec la marche, des personnes qui commencent à se prononcer sur leur situation et qui n'acceptent pas ceci. Et puis il y a eu le phénomène de la visibilité nouvelle par la dimension du religieux, notamment le phénomène du textile et celui de la pierre, en l'occurrence le foulard et les minarets. Et donc il y a un processus aussi d'adaptation, de rejet par rapport à ceci, la xénophobie, le racisme anti-immigré et puis effectivement l'islamophobie. Donc on voit qu'il y a un phénomène d'adaptation à cette réalité nouvelle en train de s'enraciner définitivement dans le paysage et qui se construit par des tensions, par des lentes négociations. Et donc c'est un processus toujours en mouvement. Et voilà, il est important d'observer le curseur du moment, c'est-à-dire cette réalité de l'instant présent, à partir de cette aussi une mémoire assez fine et presque une archéologie du rejet dans l'histoire du temps présent. Il faut savoir que le racisme, notamment anti-arabe, anti-noir, etc. en France, a toujours été rejeté par l'élite.
les médias, les intellectuels, les universitaires. Les politiques, ça dépend. On va y arriver. On va prendre des exemples, on va y arriver. Il y avait quand même un rejet. On ne pouvait pas être raciste parce que ça renvoyait l'image d'une France qui n'était pas celle qu'on espérait, dont on rêvait. Ça rouvrait des plaies. Donc, par contre, aujourd'hui, on voit très bien que l'islamophobie se diffuse par les élites aussi, les élites intellectuelles, ou certaines élites intellectuelles qui sont médiatisées. Et donc on a évidemment les politiques qui surfent sur la vague, puisque c'est une haine qui est, une phobie ou une haine qui est... qui passe crème dans le discours. On peut se dire, non mais je critique l'islam, puis après petit à petit dire, j'aime pas les musulmans, c'est mon droit. Certains intellectuels l'ont affirmé devant caméra sans aucun problème. Je cite. Votre définition est parfaite, justement. D'ailleurs, toute on va dire le débat autour de cette non-définition de l'islamophobie et donc de son utilité sociale et sémantique est lié par rapport à la présence, justement, de la notion plus ou moins miroir qu'est l'antisémitisme, deux notions qui sont nées dans la même période. Qui devraient être la même chose, finalement. Absolument, et qui sont instrumentalisées de la même façon, c'est-à-dire certains milieux utilisent l'antisémitisme ou utilisent l'islamophobie pour justifier justement quelques postures ou bien d'islam radical ou bien de postures sionistes de l'autre bord ou bien éventuellement empêche la définition stricte de la notion de racisme. Effectivement, le fait d'inciter à la haine, d'inciter à la violence est masqué, comme a dit Mohamed Ezouak tout à l'heure, est masqué par une espèce de posture inquiétée par rapport à la notion musulmane qui véhicule quoi aussi? Qui véhicule finalement le bafouement du droit à critiquer d'une façon libérale une religion, qui est bien évidemment depuis les postures anticléricales de Voltaire, qui est un droit constitutionnel éventuellement en France. C'est-à-dire nous avons le droit en même temps de critiquer une religion, mais le fait de dire islamophobie empêche finalement cette critique. Donc nous sommes dans l'instrumentalisation d'un mot effectivement non défini et qui a son vis-à-vis communautaire qui est l'antisémitisme qui lui est défini. Maintenant, pour revenir à la loi, l'islamophobie est tout simplement non prévue, non punie par le dispositif juridique, aussi bien dans les dispositions internationales que nationales et européennes. Ce qui est puni éventuellement, c'est la discrimination raciale. Donc il y a des cadres légaux à travers lesquels... En France ? Pardon ? C'est la loi Guesso. Absolument. Donc il y a on va dire des cheminements, des cadres légaux par lesquels peut être réprimée la notion d'islamophobie, mais il n'y a pas une qualification pénale en tant que telle. Donc nous avons le droit pénal, nous avons aussi le droit du travail qui qualifie la discrimination notamment raciale, mais nous n'avons pas de disposition relative à l'islamophobie. Cela dit, nous avons la Convention internationale contre toute forme de discrimination de 1968 de New York. Il y a sa déclinaison de 1981 qui parle des discriminations à connotation religieuse. Et nous avons aussi, non pas dans le caractère d'injonction du droit, mais éventuellement dans la rubrique de ce qu'on pourrait appeler les recommandations. Ou bien, comme a dit mon collègue, le glossaire, c'est la sémantique juridique, ou les rapports onusiens, les rapports de l'OCI, des différentes organisations internationales se mettent à adopter la notion d'islamophobie. Aujourd'hui aussi, il y a des institutions nationales comme le Conseil consultatif sur les droits de l'homme ou autres qui intègrent donc la notion d'islamophobie. C'est-à-dire que nous sommes dans une étape de construction intellectuelle qui aboutira certainement, après avoir établi les différents arbitrages entre les instrumentalisations, etc., va certainement aboutir à une construction légistique. Que ça soit de France, l'islam de Belgique, l'islam d'Allemagne, etc. Le problème, c'est qu'il y a une sélection faite par les médias qui pour le coup, prennent les bons profils, qui les arrangent, etc. Donc il y a une responsabilité partagée par rapport à la place des représentants au niveau de la scène politique et de la scène médiatique. Par contre, je m'inscrirai un peu en faux sur l'intégration des populations musulmanes en France par rapport aux droits, etc. Vous savez, ça ne posait pas de problème quand les mamans avaient des foulards dans les années 70, ça ne posait aucun problème. Et le foulard n'était pas un problème à ces moments-là. On disait c'est pas grave, de toute façon ils sont minoritaires. D'ailleurs, les musulmans restent minoritaires en France. Mais aujourd'hui, ça devient un problème. Donc c'est parce qu'on met le doigt. 4 700 000 musulmans en France. Par contre, le problème, c'est effectivement sur les représentants. Et nous, là, on a une responsabilité tous, en tant que citoyens français de confession musulmane, c'est de ne pas
s'être auto-organisés. Alors effectivement, il n'y a pas de clergé en islam, donc c'est un peu plus compliqué que dans le christianisme. Un Conseil français du culte musulman. Tout à fait. Qui est donc sous l'égide du ministère de l'Intérieur. On nous a imposé politiquement des représentants religieux, donc avec le CFCM, le Conseil français du culte musulman, et les médias nous ont imposé des sortes de représentants médiatiques, et on a vu des Chelgoumi, bon, imam, pas imam, le débat est posé, apparemment il n'est même pas imam, mais d'autres aussi, je crois qu'il y a un Marocain, j'ai oublié son nom, qui est aussi assez spécial. Donc effectivement, on a eu la mosquée de Paris aussi, qui a monopolisé la parole, puisque tous les médias, notamment dans les années 80, leur seul interlocuteur au niveau de l'islam, c'était la mosquée de Paris. Et puis petit à petit, les choses ont changé. Aujourd'hui, on a des associations, mais là aussi, effectivement, là je rejoins ce que disait Omar Benjelloun, c'est qu'effectivement, au sein de certaines associations, il peut y avoir des discours qui ne correspondent pas au débat français et qui ne s'inscrit pas dans le respect de certaines du droit français ou de certaines valeurs françaises. Là, effectivement, on peut pointer du doigt leurs responsabilités. On est dans la même logique qu'en France, dans la perception de l'islam. Je pense de manière générale, il y a une crise de l'Europe sur le plan identitaire. Il y a une peur réelle, palpable, qui n'est pas une peur simplement liée à la réalité de l'islam, mais qui fait partie aujourd'hui de l'agenda et de la communication politique d'un certain nombre de partis, notamment les partis populistes, qui surfent sur cette dimension-là. Et on sait à quel point la peur peut conditionner, je dirais, le rapport aux urnes. Et les résultats sont là, effectivement, lorsqu'on a l'exemple de votre sujet sur Geert Wilders, qui compare le Coran à Mein Kampf et qui veut carrément l'interdire aux Pays-Bas, est très révélateur d'un climat dans l'exploitation du raccourci. C'est-à-dire qu'on continue de surfer sur des imaginaires, sur une réalité sociologique, on crée de la confusion en opérant une sorte de glocalisation, c'est-à-dire que ce qui se passe sur l'écran de télé ressemble ou ressemblerait aux voisins de palier. Et donc fondamentalement, ça va provoquer des profils qui se proposent comme étant la solution. On va bouter l'ennemi hors de nos frontières. Et on en est là. Et donc fondamentalement, le climat populiste est en train de se généraliser et est inquiétant. Mais je ne pense pas que structurellement, la réalité de l'Europe est islamophobe. Effectivement, vous n'êtes pas des nôtres. Et c'est une construction, en plus, dans un climat particulièrement anxiogène, de cette prise de conscience d'une Europe qui change. Désormais, l'Europe, factuellement, je dirais sociologiquement parlant, est aussi musulmane. Donc la réalité de l'islam dans l'ensemble des pays de l'ouest de l'Europe sont avec une présence et une dynamique musulmane assez forte, visible. Pour beaucoup de pays, c'est la deuxième religion du pays. Donc on a affaire à une prise de conscience d'une Europe qui ne sera plus comme. Et donc la posture Zemmour, Morano et tant d'autres, etc., c'est une posture tout simplement nostalgique. C'est-à-dire, quand on entend et on déconne un petit peu Zemmour, il nous rappelle deux choses. La grande phase de Napoléon et la grande culture française. Et donc c'est une espèce comme ça de dramatisation de la réalité du temps présent, où pour lui les pulsations du moment indiquent justement une déflagration de ce qu'a été la grande France, etc. Donc c'est une posture nostalgique de vouloir revenir en arrière, et certains vont jusqu'à effacer effectivement les pigments de la différence, jusque parler de race blanche, etc. Mais c'est simplement des postures nostalgiques qui surfent sur un climat particulièrement, je dirais, dangereux, en ce sens que, encore une fois, on est sur du psychologique, on est sur de l'imaginaire, on est sur de la profondeur des perceptions et du rejet. On a presque envie de dire, mais pourquoi ça fonctionne si bien? Pourquoi tu t'affirmes? On avait facile avec, je dirais, l'étranger exotique, qui était sympathiquement exotique d'ailleurs. La djellaba, le couscous, le thé à la menthe et l'accent un petit peu brisé, rassurait, parce que ça restait l'altérité parfaite et celui qui était toujours sur le point du départ, avec la valise semi-fermée. Et là, cette espèce d'intégration, cette pénétration profonde dans le tissu, évidemment, crée un climat anxiogène. Et lorsqu'on a justement, rappelez-vous, vous avez passé également ça dans le sujet, la question des minarets, ça renvoie à quoi? Vous parlez du textile et de la pierre. Oui, je retiendrai la formule. Voilà, ça renvoie finalement une visibilité dans l'urbain. C'est-à-dire que certains parlent d'envahissement. On a l'idée du péril vert. Attention, ils nous envahissent. Il y a un envahissement démographique. Moi, j'ai vu des colloques universitaires dire telle capitale de l'Europe musulmane en 2030. Je veux dire, voilà, on peut prétendre à une approche scientifique, mais qui est quand même remise en question par rapport même au choix du thème. À quel moment la FIFA a pris une ampleur, on va dire, incontrôlable? Depuis qu'elle est passée au sponsoring, la prise en charge par les multinationales,
Donc c'est une structure, tout autant que les autres, effectivement, le CIO par exemple, qui a vécu pratiquement la même crise. Eh bien, depuis qu'il y a beaucoup d'argent, on s'est rendu compte que cette institution ne répondait à aucune loi. On peut même dire qu'elle était au-dessus de toute loi. Et pendant un moment, ça a fonctionné. Ça a fonctionné sur Havelange déjà, parce que les scandales, ils ont démarré avec ISL déjà avant le départ de M. Havelange. Et d'ailleurs, c'est ce qui a précipité le départ de Havelange. Et puis, on a continué à le faire avec Blatter. Bon, Blatter, maintenant, c'est une personnalité controversée. Il y a le côté, bien entendu, FIFA au service du football mondial. Et on a réussi la mondialisation du football, jusqu'au point d'avoir quelque chose comme 209 États, 188 pour les Nations Unies. Un certain nombre de choses. Et donc, aujourd'hui, pourquoi cette FIFA est tant haïe, tant décriée? C'est qu'à un moment, quand ça a explosé, les recettes ont augmenté, mais en contrepartie, il n'y a pas eu le contrôle. Il n'y a pas eu les choses qui vont... les garde-fous par rapport à la gestion. Donc, ces gens-là se sont retrouvés du jour au lendemain avec énormément... Alors, ils se sont retrouvés. Ils ont bossé pour. Hein. C'est la FIFA qui a changé le football mondial. Il faut bien adhérer à cette idée que c'est la FIFA. La FIFA n'a pas fait que des mauvaises choses, elle a fait aussi de bonnes choses, dont le développement du football moderne aujourd'hui. Le plus proche de nous, celui de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud est déficitaire. Toutes les Coupes du Monde ont généré des problèmes pour ceux qui les ont organisés. Au même titre que les Jeux Olympiques d'ailleurs. Toutes ont généré des problèmes que seuls les États ont supportés. Parce que FIFA, qu'est-ce qu'elle veut? Elle vous donne... Pourquoi on la veut tant? Pourquoi on les veut tant alors? C'est pour le prestige. C'est parce qu'il y a une question de prestige, il y a aussi le fait que FIFA vous vend ça comme un moyen de développement. C'est vrai par certains aspects. C'est vrai par certains aspects. On a des jurisprudences, excusez-moi d'utiliser un terme comme ça. Vous allez construire des autoroutes, vous allez élargir votre aéroport, vous allez vous équiper en hôtellerie, etc. Un accélérateur. Bon, okay. Sauf qu'on vous impose par ailleurs des infrastructures sportives d'un certain niveau avec carrément du délire, un délire tel que par la suite, vous héritez d'infrastructures qui ne servent plus à rien et qui sont très coûteuses à l'entretien ou coûteuses tout simplement. Non, mais attention, la FIFA, elle se revendique comme étant apolitique, mais elle agit politiquement. Elle n'intervient jamais dans les affaires internes des États quand il y a des problèmes, que ce soit politique ou autre, mais encourager à la promotion de l'image du pays organisateur, si. Extraordinaire. Il y a plusieurs comités. Juste pour qu'on comprenne, il y a le comité d'urgence, comité exécutif qui est juste en dessus du congrès de la FIFA. Il y a les commissions de recours, les commissions d'audit, les commissions de finances, questions juridiques, commission d'éthique qui poursuit justement et qui suspend Platini, sécurité, intégrité, commission de discipline. Si vous voulez parler de démocratie, il faut dire que la FIFA est aujourd'hui, sur le plan du vote des suffrages, la structure la plus démocratique qui existe dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est one vote. One country, one vote. C'est une voix, un vote. Mais le problème, il est où? Il réside dans le fait que vous avez des pays qui sont démocratiques, d'autres qui le sont moins. Vous avez des pays pauvres, vous avez des pays riches. Parce que la problématique avec l'UEFA, c'est ça. Blatter, hein, il faut faire attention à ce que raconte Blatter. C'est pas parce qu'aujourd'hui il est acculé que pour autant on devrait l'enfoncer. Il faudrait réfléchir sur le discours de Blatter. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il veut dire? Par exemple, si vous prenez les petits pays du quart-monde, hein, du tiers-monde aussi, bah, c'est une voix, hein. Un pays, une fédération, une voix. One federation, one vote. C'est normal qu'une Allemagne, 5 fois championne du monde, avec 80 millions d'habitants, vaut la même chose que je sais pas, un pays de 10 000 habitants. Un pays de Vanuatu en Océanie qui a... Et à la FIFA, tout le monde est payé. Tout le monde. Hein. L'argent de poche, les salaires. Un membre du comité exécutif de la FIFA, c'est quelque chose comme 10 millions. 10 millions, c'est autour de 5 000 et plus. En plus de la prise en charge, de la scolarité. Il y en a qui ont joué au foot, d'autres pas, qui ont été des athlètes. Par exemple, Issa Hayatou, il a été athlète. Il a été athlète, il a été professeur d'éducation physique, donc il est dans le sport. Et donc, ils ont leur salaire. Ils ont la prise en charge, alors les billets d'avion, prise en charge quand ils sont malades, tout autant que leur famille, la scolarité des enfants, tout ça, ça fait des dépenses au sein de la FIFA. C'est un bon package d'avantages qui sont légitimes. Ouais. 1400 donc il faut être fou pour vouloir déstabiliser, on le dire pour la CAF par exemple. Issa Hayatou, qui assure la du football, il faut préciser. Alors,
Moi, ça me fait ressembler ça à une salade russe. Hein, voilà. Alors, si on devait revenir pour essayer de bien comprendre l'affaire, où est-ce qu'elle prend ses origines? Resubventionner le comité olympique américain. C'est comme ça qu'il marche. Mais ça, c'est légal. C'est clair, c'est légal, c'est affiché. C'est clair, c'est légal. Donc aujourd'hui, si les États-Unis s'intéressent, c'est parce qu'ils se sentent être de gros pourvoyeurs de fonds et que pour une fois, ils ne pensaient jamais qu'on allait leur enlever la Coupe du Monde. C'est né d'une frustration. C'est tout simplement ça. C'est humain. C'est né d'une frustration. Comment ça, nous qui donnons autant d'argent... Pour vous, c'est un règlement de compte. Carrément. La Grande-Bretagne aurait eu sa Coupe du Monde, les États-Unis leur Coupe du Monde, il n'y aurait pas eu de scandale. Non, ça explique, mais ça n'excuse pas, bien entendu, la corruption et tout le reste. Je ne sais où, avait mis sous le paillasson. Mais le problème aujourd'hui, c'est que tout ça est amusant. Bien sûr, la justice américaine, la démocratie, le ceci, cela. Comment ils vont régler l'après-Blatter? Est-ce qu'ils vont pouvoir passer à autre chose qu'à la FIFA actuelle? Laissez-moi poser une question. Est-ce que l'élection d'un nouveau président va mettre fin à la corruption? Ça, c'est une question d'un tweetos. Voilà, c'est juste pour rebondir sur ça. Le carton jaune, c'est l'équivalent d'un carton rouge. Non, si le système ne change pas. Voilà, si le système reste intact de la même manière. Voter pour quelqu'un, bien on votera pour quelqu'un, mais comment va fonctionner FIFA? Est-ce qu'elle va fonctionner sur le même modèle? Parce qu'aujourd'hui, Blatter, il a pêché en faisant quoi? En prenant des décisions unilatérales lui-même, Monsieur le Président, qui décide, comme si c'était sa poche, de sortir $10 000 de les mettre par là, $1 million par-ci, $1 million par là. Donc c'est comme ça qu'il a agi. Il a agi en grand patriote. Il a redistribué, quoi. C'était logique, tu disais tout à l'heure. Voilà, exactement. Donc si on garde le même principe avec une omnipotence d'un président qui ne répond à aucune... Mais il a 79 ans, il n'est pas fatigué? Non, Là, on est à l'échelle de la Confédération européenne, et même à l'échelle de la Confédération européenne, l'UEFA, c'est des ligues. C'est la Ligue espagnole qui rémunère son spectacle espagnol. Après, c'est la Champions League qui rémunère le spectacle européen. Et là, on n'est vraiment pas dans la FIFA, et c'est des montants exorbitants qui font qu'aujourd'hui, on a ces salaires. C'est une inflation. En fait, c'est pas une inflation. Parce qu'ils gagnent beaucoup plus aujourd'hui. Ce n'est pas indépendant. Parce que qu'est-ce qui fait l'aura de la Coupe du Monde? C'est la présence justement de ces gens-là. Voilà. Tout le système. La Champions League, qui est plus importante en matière de recettes. C'est une chaîne qu'on peut, et un cycle vicieux. C'est-à-dire que on commence par parce que finalement, l'argent, il vient d'où? Tout cet argent. Il vient du petit qui, en train d'acheter une paire d'espadrilles qui paye un prix exorbitant. Cette paire d'espadrilles qui, à la fabrication, vaut $2 et qui va payer $100. En fait, c'est un peu ça. Cet argent, c'est ce qui va permettre à M. Ronaldo d'avoir cet argent-là et ce salaire-là. Et c'est un système qui est ainsi fait. Des solutions pour réformer la FIFA. Si demain on réforme la FIFA, est-ce qu'on a gratos? Je sais pas pour vous. Faites des propositions sur ça. Tu as ton deuxième carton international. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui est le plus clean à l'international sur les... le problème du football, maintenant quand vous voyez Zico, quand vous voyez Maradona, quand vous voyez le comportement d'un certain nombre de grands joueurs, de stars du football d'hier, qui disent que le football marche très très mal parce qu'il est dirigé par des gens qui n'ont jamais joué au foot, qui ne connaissent pas le foot, voilà une interrogation, c'est une problématique qu'on peut poser. Est-ce que les footballeurs qui ont un bagage footballistique, qui ont vécu le football dans la chair, dans le sang, beaucoup en ont souffert jusqu'au martyr. Est-ce que ces gens-là sont... Il reste 1 minute. En 30 secondes, qui peut expliquer la règle du retour d'hors-jeu à ma femme, tout de suite, et à toutes les femmes qui nous regardent? Le retour d'hors-jeu, 30 secondes. Le retour d'hors-jeu, c'est quand un joueur qui s'est trouvé en hors-jeu, c'est-à-dire qui a dépassé la ligne de la défense adverse et resté là un certain temps avant de revenir et reprendre le ballon. Il n'a pas le droit de revenir et de reprendre le ballon directement. Il doit tu vois, c'est très simple. Voilà, tout est dans l'explication. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir, ce qui nous a permis, en tout cas, et j'espère à vous, de mieux comprendre les scandales qui secouent la FIFA. Je vous souhaite une excellente soirée sur Média TV. La rediff à 22h40 si vous nous avez pris en route. Excellent week-end et on se retrouve lundi.